Hello, c'est Kali. Je suis une personne malvoyante et aujourd'hui je vous emmène avec moi à Séoul à travers mon podcast qui vous fait découvrir le monde d'un autre point de vue. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter et surtout, écoutez, vous voyagerez. Direction Séoul. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce dernier enregistrement d'épisode. Donc pour moi, ce sera le dernier tournage. J'enregistre 2 semaines après être revenu de Corée du Sud. Donc on se retrouve pour un épisode foire aux questions et petit relève de défi, on va dire ça comme ça, de challenge qu'on m'avait lancé. En vérité, j'avais fait passer quelques questionnaires auprès des partenaires que j'ai pu avoir sur ce projet. Et grâce aux adhérents notamment de l'AVH, donc l'association Valentin VIII, qui ont répondu à ce questionnaire, j'ai pu obtenir un petit peu des petites interrogations que ces personnes avaient et potentiellement de temps en temps des petits challenges à relever, des petits défis qu'on m'avait lancés. Donc on se retrouve aujourd'hui pour répondre à des questions autour de mon voyage en Corée du Sud, en tant que personne malvoyante, pour terminer en beauté cette saison d'une personne malvoyante en voyage ici en Corée du Sud. Je vais tout d'abord commencer par répondre à la question de Marilène qui me demandait comment ça se passait pour se déplacer en autonomie en Corée du Sud. Et la première réponse que je vais faire, c'est que cette question m'a inspiré 2 épisodes en vérité pour répondre beaucoup plus précisément à ce type d'interrogation qui était super intéressant, à tel point qu'une autre personne m'avait posé cette question, Lise, il me semble, sous un épisode de Londres, et qui m'avait demandé de parler un peu plus en détail de l'accessibilité au niveau de l'autonomie d'une personne malvoyante dans d'autres pays. Et il y a donc un épisode qui parle du déplacement en autonomie en Corée du Sud et un épisode qui traite du grand thème du braille en Corée du Sud, mais qui contient une partie dédiée au braille, tous les endroits, tous les indices tactiles et braille qu'on peut trouver en Corée du Sud et qui aident les personnes malvoyantes au quotidien. Ceci dit, je vais quand même essayer de répondre à certaines questions, à donner quelques réponses ici. Donc, comme j'ai pu le noter, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les personnes malvoyantes en Corée du Sud, puisque on trouve du braille un peu partout, comme j'ai pu le montrer dans certains de mes épisodes, sur des rambardes, les rambardes d'immeubles, les rambardes par exemple près de la gare de Séoul, où il y avait une indication qui précisait qu'on était à proximité justement de la gare de Séoul, qu'on pouvait se rendre en train à l'aéroport, qu'on pouvait prendre le train, le KTX, l'équivalent de notre TGV, qu'on pouvait prendre également le métro, de même que sur les rambardes qui mènent aux quais, des différents quais de métro et qui indiquaient la direction, quelle rame on pouvait trouver de ce côté-là du métro. Également, près des sorties de métro, on trouve des indications pour préciser vers quelle sortie on se dirige. Tout ça sur les rambardes. Dans le métro, en tout cas, de façon générale, c'est là où j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites pour les personnes mal et non-voyantes. Il y a également du braille sur les bornes pour passer sa carte de transport. Il y a des bandes polotactiles un peu partout au sol qui permettent de se diriger vers les bornes pour passer sa carte, vers les ascenseurs, les escaliers, les différents quais, les toilettes, ce genre de choses, les sorties. Donc il y a beaucoup d'indications tactiles au niveau du sol. Il y a des plans pour aller aux toilettes, c'est écrit toilette homme, toilette femme en braille, il y a des plans pour qu'on puisse comprendre la disposition des toilettes. Sur les feux rouges, il y a également du braille, parfois il y a un numéro d'urgence, il y a aussi un peu de braille sur certains produits comme des nouilles ou des boissons, mais c'est vrai qu'il n'est pas toujours très lisible et on n'en trouve vraiment pas partout, donc c'est pas la chose à laquelle il faut se fier le plus. Il y a beaucoup d'indications sonores, mais ça je vais y revenir, mais pour terminer avec les transports, l'une des questions auxquelles je n'ai pas
tout à fait répondu. En tout cas, je l'ai évoqué rapidement, mais j'aimerais y revenir. En Corée du Sud, la carte de transport s'appelle la T-Money et on la recharge en mettant de l'argent, la somme que l'on souhaite, sur la carte. Cela en utilisant soit les bornes, des machines, un peu comme pour retirer de l'argent, les ATM, soit en se rendant dans les supérettes et en demandant au vendeur à la caisse de recharger sa carte. Donc, je me suis penchée sur la question de comment recharger sa carte. C'est vrai qu'il y a des explications à côté des machines pour recharger la carte de transport en braille. Par contre, ce ne sont que des explications. Je pense qu'il y a potentiellement le numéro d'assistance qui doit être indiqué quelque part pour appeler et pour qu'une personne vienne peut-être nous aider à recharger notre carte. J'avoue que c'était un gros texte en coréen auquel je ne comprenais pas grand-chose, mais je crois, et je crois qu'on m'a dit qu'on pouvait peut-être trouver une personne qui pouvait venir nous aider si on appelait un tel numéro, voilà, pour nous aider à recharger notre carte, puisque la borne est tactile, comme beaucoup de choses en Corée du Sud. Par exemple, les portes des appartements coréens n'utilisent pas de clé. Ils ont des pavés numériques pour taper un code, comme dans les digicodes des immeubles qu'on peut avoir en France, en Occident. Et certains de ces digicodes sont tactiles. Donc, heureusement, nous, on a eu un digicode à boutons. Donc, moi, je pouvais rentrer et sortir sans souci. Mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas. C'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup d'adaptations en Corée du Sud, mais souvent, les explications et les indications, c'est tout en coréen. Et d'autant plus en braille coréen. C'est pas le même braille qu'en France. Comme j'ai pu l'expliquer dans mon épisode sur le braille en Corée du Sud, c'est pas l'alphabet latin qui est utilisé, c'est l'alphabet évidemment coréen. Et donc ça, c'est une grosse question. Comme je pourrais le conseiller à des personnes qui vont à l'étranger, dans une destination où on parle une autre langue, on conseille souvent d'apprendre un petit peu les rudiments de cette langue pour pouvoir se débrouiller, notamment quand on a un problème, quand on est perdu. Et ben, si vous comptez voyager là-bas, vous imprégner un peu de la culture, si vous visez une certaine autonomie, ou alors si vous voulez vous plonger vraiment dans la culture coréenne, que vous souhaitez partir un certain temps, je ne peux que vous recommander d'essayer d'apprendre déjà un petit peu de coréen à l'oral, mais également les bases du braille coréen pour pouvoir le lire, parce que même sans le comprendre entièrement, il y a quand même quelques mots qui ressemblent à l'anglais et qui pourront toujours vous aider à vous diriger et à vivre votre voyage un peu plus en autonomie. Comme j'ai pu l'évoquer, il y a également beaucoup de bandes podotactiles, que ce soit dans la rue ou dans les métros, la gare, l'aéroport. Donc ça aide à pouvoir se diriger. Ce sont des bandes podotactiles qu'on sent très bien sous les semelles. Même moi qui porte des semelles assez épaisses et qui ai du mal à les sentir en France sous mes pieds, et bien là, j'avais pas tellement de mal à me débrouiller. Et puis en plus, elles sont très visibles, très contrastées. Souvent, elles sont jaunes assez vifs, ou alors foncées. J'ai eu l'impression, il me semble, dans le métro qu'elles étaient assez foncées, donc même moi, à la vue, alors que pourtant j'ai pas une vue très puissante, enfin je vois un peu, mais c'est pas un gros reste visuel, je pouvais quand même me baser un peu sur ma vue pour pouvoir suivre ces bandes-là, mais en tout cas, au pied, ça se fait très bien. Dans la rue, à nouveau, pour parler des trottoirs, à Séoul, dans le centre-ville, les trottoirs sont assez larges, mais parfois, le contraste entre le trottoir et la rue est pas toujours évident quand on arrive sur un passage piéton. Il faut se fier beaucoup à l'oreille pour savoir où sont les voitures et si on arrive sur une route ou pas. Il n'y a pas toujours de marche. Par contre, à certains moments, les trottoirs peuvent être un peu abîmés, un peu avec des trous, des montées, des descentes, parce que le sol coréen est... c'est un sol de petites montagnes, de collines, donc il y a beaucoup de montées et de descentes, donc les trottoirs suivent un peu le même principe. Ce que je peux en dire aussi, c'est que dans certains quartiers plus anciens ou dans certains quartiers moins centraux, il n'y a pas toujours de trottoir, ce qui fait qu'il faut composer avec les voitures qui passent. Malheureusement, c'est un peu dangereux. Et d'autant plus en dehors de Séoul. Donc cette fois, on a concentré notre voyage sur Séoul, mais on est quand même sorti de Séoul une fois pour se diriger dans les environs de Suwon pour visiter un village traditionnel dans ce coin-là. Mais on a dû se débrouiller la plupart du temps sans trottoir ou avec des trottoirs complètement défoncés.
Pour avoir discuté avec des personnes en fauteuil roulant de mon entourage, le naviguer, rouler sur les trottoirs en Corée du Sud ou sur les non-trottoirs en Corée du Sud n'est pas toujours une mince affaire. Ce qui peut être aussi un peu compliqué dans son autonomie au quotidien, ou en tout cas quand on travaille son autonomie en Corée du Sud, c'est les magasins, les restaurants, les boutiques qui sont parfois cachés. Par cachés, j'entends qui se trouvent au sous-sol ou au premier ou deuxième étage des immeubles. Souvent, il y a des boutiques au rez-de-chaussée, un peu comme nous en France par exemple, mais il y a aussi des boutiques qui se trouvent au premier étage ou au sous-sol, auxquelles on accède grâce à des petits escaliers, souvent très étroits, qui ne laissent passer qu'une personne, et qu'on ne voit pas toujours très bien. Par exemple, on est allé à Itaewon, on a cherché un café en particulier, un café à Shiba, vous savez, la race de petits chiens un peu mignons. Et en fait, il se trouvait au premier étage ou au deuxième étage, je ne sais plus. Et en bas, en fait, au rez-de-chaussée, il y avait un restaurant, il me semble. Et on a tourné pendant un certain temps avant de tomber sur l'escalier qui menait en fait au premier étage. C'est pas qu'il était loin, il était vraiment à quelques mètres de nous, mais il était tellement étroit, tellement peu visible qu'on ne trouvait pas particulièrement l'entrée. La Corée du Sud, comme j'ai pu le dire dans un des premiers épisodes que j'avais fait lors de la première saison de mon podcast, donc c'est un épisode que j'ai tourné à Busan, eh bien à Busan, j'avais pu remarquer qu'il y avait beaucoup de bruit. Globalement, en Corée du Sud, le bruit est une donnée très importante. Tout est sonorisé d'une certaine façon. Il y a beaucoup d'annonces sonores. Il y a, par exemple, on a marché dans une rue, il me semble que c'était sur Hongdae, ou Myeongdong, j'ai un doute, mais je crois que c'était Hongdae, où il y avait un grand centre commercial, mais qui était un peu renfoncé. Et en fait, c'était une annonce qui était faite en plus en chinois, il me semble, et qui donnait les informations du magasin en disant, dans ce magasin, vous pourrez retrouver telle boutique, telle marque, ce genre de choses. Donc il y a beaucoup d'annonces sonores, même dans la rue, pour attirer un peu le public. Sur les marchés, il y a beaucoup de vendeurs, vendeuses qui parlent très très fort également pour attirer le client. Il y en a qui chantent, par exemple, j'ai pas réussi je crois à la voir, mais on peut l'entendre dans l'un de mes premiers épisodes de la première saison en Corée du Sud. Il y a un monsieur qui, sur le marché de Namdaemun, chante pour attirer le client, et il danse un petit peu en tapant des mains aussi, par exemple. On est retombé sur lui cette année, je l'ai reconnu de loin, il chante toujours la même chose. Il y a beaucoup de musique, très forte d'ailleurs, très très forte, au point que ça peut un peu fatiguer l'oreille, un peu fatiguer la tête aussi, tous ces bruits. Il y a des indications un petit peu sonores sur beaucoup de choses, par exemple les serrures des appartements coréens, quand elles se déverrouillent ou quand la porte se reverrouille, eh bien il y a des petits bip, une petite mélodie, bip bip bip, enfin un truc comme ça, ou bip bip, pour dire que ça ferme. Je fais très mal, mais vous pouvez l'entendre dans l'épisode sur l'autonomie en Corée du Sud. Et voilà, la clim aussi, quand elle s'allume ou quand elle s'éteint. Enfin, en fait, beaucoup d'appareils électroniques en Corée du Sud font du bruit. Je ne sais pas si c'est volontaire dans le sens où les Coréens se basent aussi beaucoup sur le sonore, ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des indications qui peuvent aussi vous aider. Et enfin, sur cette question-là, je vais pouvoir ajouter qu'il y a aussi beaucoup de monde. Vraiment beaucoup de monde, ça peut être très fatigant. La fatigabilité, quand elle est là, eh ben, elle peut être bien mise à rude épreuve par tout le monde qu'il y a dans la rue, notamment dans le centre de Séoul, mais ça se retrouve beaucoup dans les grandes villes. Mais voilà, ce que je peux noter aussi, c'est qu'il y a beaucoup de lumière pour les personnes qui sont sensibles. Séoul est une ville très éclairée, avec des lumières très fortes. Par exemple, les magasins sont ouverts assez tard, jusqu'à 21h, 22h. Et les restaurants aussi sont ouverts jusqu'à peu près 22h. Et les vitrines sont très très éclairées. Quand vous vous rendez sur un marché nocturne, par exemple, notamment à Myeongdong ou à Hongdae, eh ben, vous avez beaucoup de lumière, que ce soit sur les stands, que ce soit dans les magasins, parce que les magasins tout autour, en fait, dans les rues où se produit le marché nocturne, restent ouverts et essayent au maximum d'attirer le client. Donc c'est très lumineux et très 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 bruyant. Donc je me souviens d'un soir où les personnes qui étaient avec moi ou moi-même étions particulièrement épuisées par toutes ces lumières, au point d'en avoir très mal aux yeux.
Pour continuer un peu sur cette voie de l'accessibilité en Corée du Sud, j'aimerais préciser quelque chose dont j'ai pu parler je crois, dans mon weekly vlog, mais que j'aimerais repréciser parce que ça me semble très importante vu le nombre de visites que j'ai pu faire durant mon voyage, c'est qu'il existe des réductions pour les personnes en situation de handicap, mais normalement, elles ne sont réservées qu'aux personnes coréennes qui disposent de la carte coréenne de mobilité réduite ou d'handicap, voilà, je ne sais pas comment elle s'appelle. En fait, c'est quand j'ai voulu me rendre à l'aquarium du COEX, qui est un grand centre commercial dans lequel il y a un très grand aquarium que vous pouvez faire, il est très très joli. Eh bien, j'avais la canne blanche. J'ai pu m'exprimer en coréen, voilà, je parle un petit peu coréen, je connaissais notamment les phrases pour demander des réductions, pour dire que je suis en situation de handicap, ce genre de choses. Et malgré tout ça, eh ben, la personne à l'accueil ne m'a déjà pas d'elle-même proposé une réduction, alors que sur le panneau, on m'a lu, c'était écrit qu'il y avait une réduction pour les personnes en situation de handicap. Et même quand j'ai montré ma canne blanche, quand j'ai expliqué que j'étais en situation de handicap et que je demandais s'il y avait une réduction, quelque chose qui a été fait pour les personnes en situation de handicap, la personne m'a dit oui, mais est-ce que vous avez telle carte qui devait être la carte pour les personnes en situation de handicap en Corée du Sud, et donc que je n'avais évidemment pas. Moi j'ai la carte de handicap française, la CMI, que voilà, je lui ai dit, et elle m'a dit que ça marchait pas. Voilà, donc ça s'est avéré également quand on est allé visiter le village traditionnel. Cette fois, j'étais accompagnée par une personne coréenne qui a pu expliquer très clairement à la personne au comptoir. Et la personne au comptoir a dit que non, que j'ai la canne blanche ou que j'ai la carte française CMI, ça n'avait pas d'importance, voilà, si tant est que je n'avais pas la carte coréenne. Et la seule fois où j'aurais pu passer, avoir l'accompagnateur gratuit notamment, c'était sur l'exposition. J'ai fait l'exposition sur le chanteur Jimin de BTS. Et cette fois-là, j'ai pris mes billets sur internet parce que souvent il faut réserver à l'avance sur des sites un peu dédiés. Et quand je me suis présentée avec la canne blanche là-bas, ils m'ont vu, ils ont vu la canne blanche, ils ont dit ok, montrez-nous votre ticket, donc à moi. Et puis c'est tout. Ils s'attendaient à avoir un seul ticket alors que j'étais accompagnée d'une personne et que la personne avait pris son billet parce qu'on ne savait pas justement si on pouvait, si l'accompagnateur était gratuit ou pas. Et en fait, ils ont été étonnés qu'on ait pris 2 billets et pas juste un seul. Et on a passé plusieurs contrôles, plusieurs étapes, au moins 3, et 3 fois les personnes ont été étonnées qu'on sorte un deuxième billet. Donc c'est assez aléatoire, j'avoue que je ne saurais pas vous dire si vous pouvez bénéficier ou pas de réduction en Corée du Sud, c'est un peu au bon vouloir, j'ai l'impression. Voilà, je ne vais pas revenir sur le fait d'utiliser certaines applications en particulier en Corée du Sud. Ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai parlé pour les applications de déplacement dans mon épisode consacré au déplacement en autonomie en Corée du Sud. Je sais qu'il existe également, comme nous en France, des applications comme Be My Eyes et Seeing AI, je crois que ça s'appelle, voilà, pour lire des inscriptions, pour demander des précisions sur un lieu, sur un objet, ce genre de choses. Je sais qu'il existe aussi des applications pour lire des codes barres ou des étiquettes dans les magasins. Mais ce que je peux vous conseiller, parce que moi je ne les ai pas plus testé que ça, en tout cas j'ai testé un petit peu les applications de déplacement mais pas les autres. Ce que je peux vous conseiller, si vous en avez la possibilité, déjà si vous êtes une personne voyante, eh bien vous pouvez aller regarder les épisodes, en tout cas les vidéos de la chaîne One Shot Hanseol. C'est un Coréen non-voyant qui parle de la vie quotidienne en Corée du Sud pour une personne non-voyante. Les déplacements, aller dans les magasins, demander son chemin. Il a également fait des vidéos en collaboration avec l'un de ses amis, je crois qu'il s'appelle Jake. Vous tapez Blind et Korea sur YouTube et vous trouverez très facilement. Et je sais qu'il a montré notamment des applications pour se débrouiller dans les magasins. Et si vous êtes une personne malvoyante, peut-être que vous comprenez un petit peu le coréen, ou alors vous pouvez essayer de vous faire lire les sous-titres par une personne voyante. Voilà, en tout cas, moi, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Mais il en existe un peu comme en France. Mais c'est vrai que je ne saurais pas en parler précisément moi-même. Je vais répondre maintenant à la question d'Asma qui me demandait est-ce qu'il existe des structures, des associations pour les personnes en situation de handicap visuel.
et qui m'avait lancé un petit défi, celui d'aller visiter un temple. Donc déjà, pour reprendre sa première question, ce que je peux en dire déjà, qui va compléter tout ce que j'aurais pu dire lors de cet épisode, c'est que j'avais pour objectif de contacter un instructeur ou une instructrice en locomotion pour parler du déplacement et de la vie quotidienne des personnes natives en Corée du Sud et même dans d'autres destinations. Pour cette saison-là, ça n'a pas été le cas, mais j'envisage de le faire pour potentiellement d'autres destinations à l'avenir. Qui sait, si j'y arrive, ce serait vraiment chouette. En tout cas, pour ce qui concerne vraiment des structures d'accueil des personnes en situation de handicap ou des associations, moi j'ai pu visiter une bibliothèque Braille, la Korean Braille Library, qui est une bibliothèque qui fait des emprunts de livres ou qui adapte des documents en Braille, comme des illustrations ou qui reproduit des figurines, par exemple de lieux touristiques ou de lieux majeurs de la Corée du Sud, des cartes, ce genre de choses. Donc toute la visite est disponible dans l'épisode consacré au Braille en Corée du Sud, que j'ai enregistré lors de la Journée nationale du Braille en Corée. Mais je sais également qu'il y a une deuxième bibliothèque que je n'ai pas pu visiter, elle était sur ma liste, on ne pouvait pas tout faire, mais donc il y a une deuxième bibliothèque qui par contre, elle, est ouverte à divers publics avec divers types de handicap, mais ils ont notamment des supports en Braille, on peut venir aussi avec son matériel, je crois aussi qu'ils ont un peu de matériel sur place pour pouvoir accueillir un public malvoyant, non-voyant, mais aussi un public avec malentendant ou PMR ou voilà, je sais que ça existe. Je sais aussi qu'il existe un institut pour les personnes malvoyantes, non-voyantes, et notamment une école avec l'apprentissage du braille, avec des professeurs. Je sais aussi que la bibliothèque qu'on est allé visiter travaille en collaboration avec, il me semble, toute une structure des professeurs, je vais y arriver, qui enseignent le braille à des personnes malvoyantes ou non-voyantes. Je crois qu'ils font des ateliers aussi. Je sais que mon amie Éléonore va essayer de participer à un atelier elle-même, mais dans la deuxième bibliothèque qu'on n'a pas visitée. Par contre, ce que j'ai pu comprendre, malheureusement, j'ai pas de témoignage précis, c'est assez difficile de parler sans avoir pu faire l'expérience moi-même ou parler à des personnes concernées directement, c'est que il manque des professeurs, des personnes qui pourraient enseigner le braille coréen aux personnes concernées par le handicap visuel en Corée du Sud. Je crois aussi avoir compris que pas mal de personnes en situation de handicap visuel se trouvent en dehors du circuit scolaire ordinaire, qu'ils sont souvent dans ce genre d'instituts qui accueillent ce public en particulier, mais qu'ils ne sont pas dans les écoles un peu classiques comme on peut avoir le cas en France. En vérité, j'ai voulu essayer de rentrer en contact avec des personnes concernées sur place, mais j'ai pas eu de réponse. Par exemple, avec Hansol, le youtubeur dont je vous parlais juste avant, j'ai pas eu de réponse. J'ai contacté aussi une journaliste qui s'était un peu tournée vers des reportages sur le braille passé un temps, mais j'ai pas eu de réponse de sa part. J'ai demandé à l'Office du tourisme coréen qui n'a pas vraiment su me renseigner, enfin qui m'a donné quelques pistes, mais rien de très probant, rien de très précis. J'ai croisé d'ailleurs assez peu de personnes en situation de handicap dans la rue, que ce soit visuel ou autre. J'ai croisé moi personnellement que 2 personnes. Une personne qui était dans le quartier où se trouvait la bibliothèque Braille et une autre personne dans le métro. Éléonore m'a dit qu'elle avait croisé peut-être 2 autres personnes, alors qu'elle vit en Corée quand même depuis, je crois, 3 ans. En tout cas, voilà ce que j'ai pu en apprendre, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu avoir comme témoignage assez indirect. Pour répondre à la deuxième partie de la question d'Asma, qui était de visiter un temple en Corée du Sud, eh bien, ce que je peux en dire, c'est que les temples en Corée du Sud, puisque la Corée du Sud est très montagneuse, collinéeuse, je sais pas comment dire, eh bien les temples sont souvent en hauteur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'escaliers, de pentes, ce genre de choses pour y accéder, mais souvent beaucoup d'escaliers. De toute façon, en Corée du Sud, ça c'est quelque chose que je peux dire, il y a beaucoup d'escaliers. Donc je sais que pour certaines personnes c'est pas facile, voilà, moi personnellement ça me dérange pas trop. Voilà, ça peut être un peu fatigant à la fin de la journée, mais voilà, mais je sais que pour d'autres personnes ça peut être un peu plus contraignant. Mais donc les temples en particulier sont souvent en haut d'un certain nombre de marches, d'une ou 2 volées de marches au moins, et puis même pour accéder aux différentes pagodes qui composent le temple, il y a souvent aussi des volées de marches.
J'ai une personne dans mon entourage qui s'est rendue en Corée du Sud et qui est en fauteuil roulant. Elle a fait une visite il y a quelque temps avec Éléonore d'un temple et Éléonore a réussi à trouver un temple qui n'avait pas d'escalier ou pas trop d'escalier. Voilà, donc cette personne a pu visiter ce temple, mais elle n'avait pas accès à tous les endroits non plus parce qu'il y avait des endroits voilà, avec des seuils, des escaliers, c'était pas très accessible malheureusement. On peut rentrer dans les temples, on peut aller visiter, il faut enlever ses chaussures par contre. Souvent c'est des tatamis au sol, la sensation est incroyable, ou des tatamis ou du bois, des planchers, des parquets, des planchers plutôt, et la sensation est super agréable sous les pieds. Souvent il y a aussi des petites balades, par exemple on a fait le temple de Bogungsa, à Gangnam et il y avait une petite balade dans la montagne un peu tout autour, c'était très chouette, c'est très très calme, ça change un petit peu de la ville, donc je ne peux que vous encourager à aller visiter des temples et d'ailleurs je vous laisse avec quelques extraits de ma propre visite. Là, il y a une grande marche. Ah, c'est des tatamis. Il y a des gens qui sont assis et qui prient. Tu prends des coussins. Ouais. Tu pries. Il y a des statues. Donc là devant, il y a un hôtel sur ta droite. Ouais. Avec plein de statues. Donc le Bouddha avec deux autres statues à côté. Ouais. Et sur les côtés, il y a des sortes de statues. Ça a l'air d'être des gardes aussi. Ouais. Et du coup, devant l'hôtel, il y a plein de bougies, des fleurs. Et là aussi, derrière toi, il y a des gros bouquets de fleurs, des cierges, des statues. C'est sur une grande planche en bois, enfin, une sorte de bûcher. D'accord. Et voilà. 예를 소송하고 경조인 인도하는 과정에 사직구제의 목재를 Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils vont faire une cérémonie là. Après, on peut se mettre juste devant pour écouter un peu. Hein. Oui, on peut Je te voir mettais de juste l'extérieur. Juste en face de toi. Il n'entrait pas en train de faire une cérémonie. Voilà, j'ai pris. C'est reposant. J'aime bien. On se tourne. How many days Korea? I don't understand, sorry. How many days Korea? Depuis combien de temps 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. Petit bassin. Ce petit bassin. Il y a un peu d'herbe. Et pareil, la dame elle s'incline, elle s'est un peu mouillée et elle s'incline. Parce que c'est une eau Pure, enfin sacrée. purifiée, oui, sacrée. Voilà. Là c'est écrit unsuitable for drinking, don't drink. Et pour terminer, je vais répondre à la question de Loïc, qui me demandait comment ça se passait pour communiquer avec les Coréens, notamment pour demander son chemin ou des indications. Alors, c'était un petit défi qu'il m'avait lancé, je ne l'ai pas totalement relevé, voilà, je l'avoue. Alors, en fait, c'est parce que je me suis rendu compte que communiquer avec les Coréens n'était pas toujours évident. Pour plusieurs raisons. La première étant que les Coréens ont souvent le nez sur leur téléphone ou des écouteurs dans les oreilles. Et que un certain nombre aussi ne vont pas facilement vers les étrangers, vers les gens de façon générale, mais aussi vers les étrangers. C'est-à-dire que certains Coréens ne parlent pas très bien anglais et d'autres le parlent mais n'osent pas se lancer, considèrent qu'ils ne parlent pas suffisamment bien. Et notamment, je pense, quand on est en situation de handicap visuel, ils ne peuvent pas s'appuyer sur des gestes. Moi, quand j'étais accompagnée, souvent, on nous montrait des choses, on faisait des grands gestes pour nous expliquer, sauf que quand on est malvoyant ou non-voyant, on ne peut pas avoir les gestes, donc ça restreint beaucoup le mode de communication, surtout les personnes âgées qui ne parlent pas peu anglais. On en a rencontré quelques-unes quand même, dont un vieux monsieur très très gentil dans le temple de Bogungsa, justement. Mais ils ne parlent pas forcément très bien le coréen, l'anglais, pardon, alors que ce sont pourtant
ces personnes-là, ces personnes âgées, qui viennent le plus facilement vers les étrangers. Donc ce que je peux dire, c'est que évidemment, comme partout, c'est mieux de parler la langue du pays de destination. Ici, le coréen, au moins quelques phrases, ou pouvoir être accompagné par quelqu'un qui pourra essayer de comprendre des gestes, si jamais la personne fait des gestes pour vous expliquer gauche, droite, voilà. J'ai un peu l'impression que les Coréens ne seront pas forcément des personnes à venir vous prendre par le bras et à vous guider jusqu'au lieu de destination, enfin le lieu que vous visez, le lieu que vous cherchez. J'ai senti un peu de réticence à toucher d'autres personnes. Par exemple, moi j'étais dans le métro, un monsieur a vu que j'avais du mal à trouver l'endroit où passer ma carte de transport. Il m'a aidé, il m'a attrapé le poignet, mais de façon très... sans vraiment me toucher, juste du bout des doigts pour me guider. Et c'est un peu l'impression que j'ai eue, les personnes qui hésitaient à venir vers d'autres, à s'approcher un peu trop près peut-être. Le contact physique n'est pas forcément le même que celui qu'on a potentiellement en France. Les Coréens et Coréennes se poussent beaucoup. Être bousculé en Corée, ce n'est absolument pas rare. Au contraire, c'est même quotidien et ça arrive en France. Mais là, en Corée du Sud, c'est presque tout le temps. Donc évidemment, on était à Séoul, dans des lieux très fréquentés. Mais ce qui est à noter, c'est que pour les Coréens, ce n'est pas anormal. Et donc, ils ne s'excusent pas. Ils n'essaient pas forcément non plus d'éviter le contact, la bousculade. Pour eux, c'est habituel, c'est ordinaire, c'est quotidien. Et donc, d'ailleurs, ils ne s'excusent pas, ils ne remarquent même pas. Nous, quand on s'excuse, ça leur fait ni chaud ni froid. C'est habituel, vraiment. Donc moi j'ai essayé dans des endroits un peu restreints 1 ou 2 fois de prendre ma canne. J'ai vite abandonné, c'était un peu compliqué. Par exemple l'aquarium du Coex, les gens passaient par-dessus la canne, un enfant a failli tomber dessus, ce qui peut arriver en France aussi. Mais là j'ai vraiment senti un manque d'attention assez flagrant au niveau de la canne. Pas pour dire que la canne n'est pas utilisée en Corée du Sud, on a croisé des personnes malvoyantes qui avaient la canne blanche, mais souvent c'était quand même dans des lieux un peu moins fréquentés. Dans le centre-ville, on a croisé personne avec une canne blanche. Vraiment, les 2 personnes qu'on a croisées, et c'était dans des lieux beaucoup plus éloignés de la foule que les endroits où nous étions. Mais dernier point quand même pour essayer de répondre à cette question, c'est que mon amie Éléonore a essayé de se prêter au jeu. Déjà pour se mettre en condition, dans le cadre d'une mise en situation. Je lui ai prêté ma canne blanche, elle a fermé les yeux et elle a mis des lunettes de soleil pour que les gens ne voient pas qu'elle fermait les yeux parce que sinon ils auraient compris qu'elle n'était pas vraiment malvoyante. Donc elle s'est débrouillée à suivre les bandes podotactiles dans la rue, dans le métro. Bon, on a choisi quand même un endroit qui était assez vide, il n'y avait pas grand monde, et elle a rencontré très très peu d'obstacles finalement. On était près du National Museum of Seoul, non, of Korea je crois, bon, le musée national de Corée il me semble, et en fait il y avait à peu près personne. Elle a juste été perdue parce que le chemin était très long et qu'elle avait peur de tourner en rond alors que elle avançait tout droit, mais sauf que la route était très très longue et que les yeux fermés ou quand on ne voit pas, on n'a pas forcément... on a l'impression que tout est toujours plus long, qu'on se trompe de chemin, etc. Mais le plus intéressant, c'est qu'elle a tenté de monter dans la rame de métro en situation de handicap. Ce que j'ai essayé de faire aussi, sauf que moi, il y avait une personne avec moi et je pense que les gens ont compris que j'étais accompagnée et ne se sont pas du tout levés, n'ont pas du tout essayé de m'aider parce qu'il y a des sièges réservés en Corée du Sud pour les personnes en situation de handicap. Mais personne ne m'a proposé de m'accompagner à ce siège parce que je pense qu'ils ont compris que j'étais avec quelqu'un d'autre. Là, avec Éléonore, on a essayé de faire en sorte que les gens ne s'imagine pas qu'on était avec elle. On s'est tenu un petit peu à distance, sans interagir avec elle, sans essayer de trop la regarder. Et elle est montée dans le métro. Malheureusement, ce qu'on a pu constater, c'est que personne n'est venu directement vers elle. Elle a l'habitude, en Corée du Sud, les Coréens et Coréennes ont l'habitude de ne pas se tenir dans le métro. Donc ils ont un équilibre certain. Et Léonore, je pense qu'elle l'a un peu intégré. Donc comme personne n'est venu lui indiquer un endroit où se tenir et qu'elle-même avait peur de faire des signes de main ou de bouger la canne pour essayer de trouver un endroit où se tenir par peur de taper quelqu'un, elle est restée debout au milieu de la rame en équilibre parce que elle n'avait aucun endroit où se tenir et aucune façon de savoir s'il y avait un siège. Mais au bout d'un moment,
Il y a un monsieur, mais je pense que ça a pris quand même une ou 2 bonnes minutes. Un monsieur, on a pu le constater, les personnes qui étaient avec moi ont pu le constater, regarder beaucoup autour de lui, a hésité, a commencé à ranger ses affaires doucement, à se lever, et puis finalement, il est venu la voir, il l'a pris par le bras, il l'a fait asseoir à sa place. Mais c'est vrai que ça a pris un petit moment, et Léonore a dû jouer de son équilibre un certain temps avant que quelqu'un vienne la chercher. Je pense, c'est une réflexion qu'on s'est fait avec Éléonore, que le fait qu'on soit des personnes étrangères ne doit pas aider. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai que les Coréens et Coréennes ont parfois peur d'aller vers les autres, et notamment les étrangers et les étrangères, par peur de ne pas savoir communiquer, parce que des fois ils considèrent que leur anglais n'est pas assez bon, alors qu'il est généralement tout à fait correct. Je pense que le fait qu'on était de façon visible des étrangers, des étrangères, n'a pas dû aider. Il faudrait demander à des personnes natives quelle est leur expérience en Corée du Sud. Peut-être que c'est plus simple de se faire aider. Évidemment, c'est beaucoup plus simple de se faire comprendre aussi, certainement. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on a pu constater, c'est le test qu'on a fait ensemble, mais j'aimerais beaucoup avoir des retours, si jamais, de personnes concernées ou qui connaissent des personnes concernées et qui ont pu avoir un peu un retour d'expérience là-dessus et qui pourraient un peu le partager. Donc voilà, ça conclut cet épisode FAQ, foire aux questions et petit challenge qu'on m'avait lancé. Voilà, j'espère que ça aurait pu répondre à vos interrogations. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser en commentaire, à me les envoyer par message sur les réseaux sociaux. J'y répondrai avec grand plaisir. S'il y en a assez, j'en ferai peut-être un autre épisode, qui sait. Je vais également intervenir auprès des partenaires, notamment auprès de l'AVH de Grenoble, lors d'une journée où je vais pouvoir échanger et répondre aussi aux questions des personnes directement sur place. Ça va être un moment d'échange très chouette, j'en suis sûre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette découverte un petit peu de la Corée du Sud et l'accessibilité. Voilà, et puis peut-être, pourquoi pas, essayer de découvrir ma prochaine destination, qui sait. Moi je l'ai déjà en tête, j'ai même plusieurs idées en tête, mais n'hésitez pas à m'en proposer, à me dire ce que vous aimeriez entendre dans de prochaines saisons. Et en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, allez me suivre sur les réseaux sociaux qui seront dans la barre de description. Et voilà, à suivre mes prochaines aventures, à m'apporter du soutien, ça me ferait vraiment très plaisir, et ça ferait grandir aussi le podcast. Donc je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Retrouvez mes aventures sur Instagram et TikTok @calistiel. Je remercie les différents partenaires qui soutiennent le projet, la ville de Grenoble, le département de l'Isère et la Fondation Banque Populaire. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter, et surtout, écoutez, vous voyagerez.